l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Abdoulaye Bathily dans les locaux d'Africable Télévision ce vendredi. Le ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal est venu apprécier le rôle que joue la première chaîne panafricaine dans la démocratisation de l'information en Afrique. Célébration de la Journée internationale de la femme en ce jour 8 mars. Nous irons au Sénégal où les femmes se mobilisent pour leur communauté, mais aussi en Afghanistan où 11 ans après la chute des talibans, les avancées restent très fragiles. En Égypte, le commandant de la police anti-émeute a été limogé, alors même que la tension reste vive à Port Saïd où 39 accusés de violence lors des matchs de football attendent d'être fixés sur leur sort. Voilà pour le sommaire, le ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal, le professeur Abdoulaye Bathily, était ce vendredi dans les locaux d'Africable Télévision où il a pu apprécier le rôle et la place que joue cette première chaîne panafricaine dans la construction de la démocratisation de l'information sur le continent. C'était aux environs de 10h30 que le ministre d'État auprès du président de la République du Sénégal, le professeur Abdoulaye Bathily, arpentait les locaux d'Africable Télévision. Et 1 minute plus tard, il est accueilli par le président directeur général de la première chaîne panafricaine, Ismaïla Sidibé, et tout son staff. Ambiance détendue au salon d'honneur, puis le ministre a eu droit à une visite de différents services, explications à l'appui, et les impressions du ministre sont sans ambiguïté. J'ai été particulièrement impressionné par l'étendue des réalisations de cette entreprise de presse que je suis, il faut le dire, tous les matins, je dois avouer que je regarde l'actualité africaine à travers Africable et la diffusion des éléments des différents journaux télévisés d'Afrique. Mais je ne m'imaginais pas tout l'effort que représente cette entreprise de presse. Et je voudrais féliciter particulièrement M. Sidibé pour avoir pris cette initiative. La bataille de l'information est un élément essentiel de la bataille du développement, de la démocratie sur notre continent. Et très sincèrement, Africable a apporté une contribution très significative à cette marche de notre continent vers l'appropriation d'abord de l'information par les Africains, mais également la connaissance mutuelle par les Africains de nos pays. Ensuite, direction Maïcha TV, la chaîne 100% femmes du groupe Africable Télévision. Coïncidence du calendrier, nous sommes le 8 mars, la journée internationale de la femme, et le ministre a un message à adresser. Les femmes, c'est plus que la moitié de l'humanité, c'est plus que la moitié de l'Afrique. On ne peut pas aujourd'hui développer nos pays sans donner aux femmes la part décisive qui leur revient. Pour des raisons historiques, elles ont été un peu marginalisées, bien que cette marginalisation soit sous certaines formes. Mais de plus en plus, il y a une prise de conscience au niveau des femmes, mais au-delà des femmes, il y a une prise de conscience au niveau des hommes et de la société pour restituer aux femmes le rôle qui leur revient. Je pense que de plus en plus, on sent, en tout cas sur le continent africain, quand je voyage, je constate l'importance du rôle des femmes dans le processus africain. Et je crois que ça augure en fait des transformations qualitatives de nos sociétés. Après un remarquable passage sur le plateau du journal télévisé de la mi-journée, le ministre Abdoulaye Bathily quitte les locaux d'Africable Télévision. Il était 13h, heure locale. Et le ministre Abdoulaye Bathily s'est également prononcé sur la situation sociopolitique du Sénégal, mais aussi du continent africain. Je vous propose de l'écouter. Nous avons une expérience spécifique de démocratie au Sénégal
qui jusqu'ici, Dieu merci, nous a évité un certain nombre de situations connues par d'autres pays africains, mais je considère que nous ne sommes pas une exception. Pour le moment, il y a une exception sénégalaise, mais le peuple sénégalais n'est pas une exception. Ce qui arrive au Sénégal peut arriver à d'autres, comme du bien, la stabilité depuis plus de 50 ans d'indépendance. Mais également, nous voyons que ce qui est arrivé à d'autres pays peut arriver au Sénégal. Il y a aujourd'hui des foyers d'instabilité, des foyers de crise très profondes, que ce soit à RDC, dans les pays des Grands Lacs en général, en Somalie, mais évidemment je suis à Bamako, au Mali. J'ai fait récemment une conférence sur la crise malienne et j'ai dit que la crise malienne est une crise africaine au Mali. C'est une manifestation spécifique de la crise africaine au Mali. De mon point de vue, les ingrédients de la crise malienne, on les retrouve en gestation dans toutes nos sociétés. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance de manière générale, les relations entre les différentes identités qui composent nos sociétés aujourd'hui, les nations africaines. Et il nous appartient, nous, en tant que leaders, à prendre conscience de nos responsabilités, à jouer le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire donner le bon exemple en matière de comportement dans la gestion de nos États, la gestion vertueuse de nos sociétés, la gestion de nos pays dans une optique de diversité, en tenant en compte ce pluralisme-là qui s'exprime dans nos sociétés, sur tous les plans, sur le plan politique bien sûr, mais sur le plan social, sur le plan culturel, évidemment sur le plan religieux. Et je crois que si nous voulons réfléchir à notre condition et que nous tirons les leçons des 50 dernières années d'indépendance, de mon point de vue, c'est ça l'élément le plus important. 1 022 000 francs CFA, c'est le montant remis cet après-midi par l'association des propriétaires des dragues et plongeurs du Mandé. La somme a été remise au secrétaire général du ministère malien de la Défense et des anciens combattants en guise de contribution à l'effort de guerre. Nous écoutons ici son président. Il était au micro de Djibril Amaïga et Cheikh Tidiane Koulibaly. Moi, j'ai un drague. Donc, durant le week-end, si je ne fais rien, je pars, je cherche, je rentre dans l'eau, je prends le tuyau, et puis je fais le travail extraction de l'or. C'est la première fois, bon, on continue. Si tout va bien, dans 5 mois ou dans 2 mois, on sera là, si tout va bien. Tous les autres donations à la somme. Tout le monde a des soucis constants pour le problème du Mali. C'est particulièrement du Mali. Mais ça concerne particulièrement les militaires. Je devais remettre ça pour l'effort. C'est pour aider le Mali. Je vous l'annonçais en titre, aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale des femmes au Sénégal. Les femmes du village de Tiakol se mobilisent pour le développement de leur localité. Elles entendent encourager certains d'entre elles à s'engager dans la politique pour mieux servir la communauté. C'est un reportage de Fernatona d'Apativi. Après 80 km de route de Dakar, nous voici au village de Tiakol dans la communauté rurale de Noto. Pour les femmes de cette localité d'environ 550 habitants, comme leurs autres collègues femmes rurales, les dures réalités du quotidien semblent les mêmes. Certaines femmes ne se préoccupent pas de la journée du 8 mars, car elles font face à la dureté des tâches quotidiennes, telles que piler le mil à la manière traditionnelle, porter l'enfant au dos tout en travaillant, ou encore le souci de nourrir la famille. D'où l'importance de la journée du 8 mars consacrée aux femmes. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. C'est une journée qui est très importante dans toutes les femmes, pour toutes les femmes sénégalaises, surtout sur les femmes rurales. Ça nous permet que les femmes savent elles-mêmes et elles font beaucoup pour le développement de leur localité. On peut le dire sans embâche, ici c'est le fief de Ndeye Fatou Ndiaye. Femme imposante, elle s'est mise au service du développement de sa localité. Citée depuis les années 90, après avoir abandonné l'école en classe de 4e collège. Les jeunes du village veulent la faire entrer en politique pour mieux servir sa communauté.
de par ce que vivaient nos grands-parents dans le passé, c'est-à-dire aller trouver le bois de chauffe, venir piler avec la main, ainsi de suite. C'était trop compliqué. Donc avec l'avènement de la modernité, Ndeye Fatou s'est beaucoup battue pour aider les femmes vraiment à alléger les travaux. De ce point de vue même, nous en tant que jeunes, on est une association de volontaires. Nous sommes organisés pour dire qu'il est quand même temps de reconnaître les mérites de cette dernière. Ndeye Fatou Ndiaye coordonne un ensemble de femmes engagées dans plusieurs activités de développement. Il s'agit entre autres de la transformation du lait, de la formation des jeunes filles en couture ou encore le maraîchage. La principale activité des femmes consiste en un vaste projet de reboisement. Le projet nous a permis de reboiser beaucoup d'hectares dans la communauté rurale de Noto. Ici, dans la zone de Noto, on a distribué plus de 22 000 plants manguiers et 16 000 plants d'anacardier, sans pour autant calculer les autres arbres fruitiers. Le plus grand souci de cette femme est de contribuer efficacement à la scolarisation des filles de la localité. La célébration de la Journée internationale de la femme nous conduit également en Afghanistan où 11 ans après la chute des talibans, les inégalités entre les deux sexes sont criardes et les avancées restent très fragiles. Aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, la porte-drapeau de la toute jeune équipe nationale afghane était une jeune femme qui voyait alors l'avenir avec espoir. Nima Soradgar, une sportive accomplie détenant un diplôme universitaire. En 2004, l'avenir pour elle était encore ouvert. À l'époque, on croyait que tout était possible. Maintenant, seulement quelques-unes d'entre nous y croient encore. L'espoir qu'on avait s'est envolé. Nos rêves ne se sont jamais concrétisés. Bibi Arefa, comme des millions d'Afghanes, vit avec quelques dollars par jour. Elle réussit péniblement à nourrir ses 7 enfants. Pour elle, la burqa, le chadri, comme on l'appelle en Afghanistan, est une obligation sociale. Bibi Arefa a tout de même accepté de nous parler à visage découvert. La conduite des femmes est jugée sévèrement par la société quand elles ne respectent pas les consignes de son mari ou de sa famille. Il faut sortir avec la burqa. Après la chute des talibans, le pays semble se refermer sur lui-même. Pourquoi ? Sans doute à cause de la fatigue engendrée par une insécurité chronique qui prend de l'ampleur. À cause d'une situation économique où les 2/3 de la population ne survivent qu'avec 2 dollars par jour. Mais surtout à cause d'une recrudescence importante de l'intégrisme religieux. Un autre exemple de ce recul. Les députés afghans ont voté une loi qui visait essentiellement les femmes de la communauté minoritaire chiite. Elles n'avaient plus le droit de refuser les avances sexuelles de leur mari et devaient demander l'approbation de ces derniers pour faire des études. Sous la pression internationale, le président Hamid Karzai a abrogé cette loi en catastrophe. À Herat, dans l'ouest du pays, la députée Fawzia Galani a fait les frais de ce retour au conservatisme. Lors de la dernière campagne électorale, 5 de ses collaborateurs ont été assassinés. Les hommes contrôlent tout. Il est donc très difficile de nous faire une place et nous nous sentons bien seuls. Je suis pessimiste. Lorsque l'on parle de démocratie et de droits des femmes, on doit voir un changement et les étrangers doivent nous aider pour que cela change. Loin de la politique, un groupe de jeunes femmes résiste à leur manière. 2 fois par semaine, elles s'entraînent dans un gymnase vétuste de Kaboul. Tout l'équipement sportif a été donné par des pays amis, notamment le Canada. Pour ces jeunes filles, qui n'ont pas encore 20 ans, il faut beaucoup de ténacité pour réussir à s'imposer. Il n'y a que mes parents qui m'ont soutenu, personne d'autre. Les autres disaient que c'était pas une bonne idée pour une fille de jouer au basketball. De tout temps en Afghanistan, les femmes ont fait les frais de la tradition. Aujourd'hui, ces jeunes filles sont l'espoir de leur pays. Un espoir qui, espère-t-elle, viendra à bout des traditions. Tout autre chose à présent, ouverture jeudi à Niamey au Niger de la 34e session de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie
Plusieurs points ont été abordés, notamment ceux relatifs à l'avenir de l'organisation et l'élection d'un nouveau secrétaire général. Sarki Aboubakar Razagabati avait notre bureau à Niamey. Le Niger a su désormais la présidence en exercice de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Cette passation entre les ministres tchadiens et nigériens marque surtout l'ouverture des travaux de la 34e session de l'organisation, affaiblie par les réductions ou annulations des contributions volontaires nécessaires au financement des programmes. Au-delà de résultats fort appréciables et de la bonne gestion de nos ressources financières qui ont marqué les 2 mandats de notre secrétaire général, il convient de saisir cette occasion pour nous pencher plus longuement cette année sur la vitale question qui traite de l'avenir de la Conféges, menacée de dissolution. Cette question mérite une réflexion profonde et c'est pourquoi ce point a été inscrit à l'ordre du jour de notre réunion. Il sera également question au cours de cette 34e session de procéder à l'élection d'un nouveau secrétaire général qui devra conduire des réformes et des mesures rigoureuses adaptées aux besoins de promotion de la jeunesse et des sports dans les pays membres. Depuis plus de 40 ans, la Conféges a réussi à mobiliser les pays, les ressources et les énergies afin de promouvoir la participation et l'insertion des jeunes au sein de leur société. Je souhaite que la rencontre de Niamey et les résultats de vos travaux contribuent significativement au renforcement de la solidarité, de la cohésion et de la paix dans nos États respectifs. Ces travaux dureront 2 jours. 2 jours durant lesquels l'avenir de la Conféges sera amplement débattu à 7 mois des 7e Jeux de la francophonie à Nice, en France. Nous restons au Niger où le groupe Areva a tenu ce jeudi une conférence de presse pour faire le point des activités de cette société minière française au Niger. Le Niger, l'un des gros producteurs d'uranium au monde. Nous retrouvons Sarki Aboubakar et Razak Abachi. Les maîtres mots du directeur du Business Group Mine d'Areva pour qualifier les rapports entre le groupe Areva et le Niger sont confiance, transparence et profit mutuel. En ligne de mire, le projet Imoaren, sa date de mise en exploitation et sa rentabilité pour le Niger ont été amplement évoqués. Dire que la mine ne rapportera rien est une erreur. Bien évidemment, elle va rapporter, c'est bien logique, c'est bien pour ça que nous investissons. C'est à terme 1800 emplois directs, plus de 3500 emplois induits qui seront directement générés par l'activité issue de ce projet Imoaren. Donc c'est une très bonne nouvelle. Actuellement, nous effectuons les travaux en préparation de l'exploitation de la mine qui, comme je vous l'ai indiqué, verra son démarrage au titre de l'extraction du premier minerai mai 2015. 1 heure d'intense débat entre M. Olivier Wans et les journalistes. Un débat ouvert et franc à en juger la pertinence des questions posées. Des questions environnementales aux questions sanitaires sur les différents sites d'exploitation, en passant par les questions stratégiques du groupe Areva au Niger. Il en ressort, selon M. Wans, que ces préoccupations ont toujours été une priorité pour le groupe Areva. Le Niger souhaiterait pouvoir bénéficier d'encore plus de richesses issues de l'activité uranifère. Mais là, il faut quand même bien préciser que, comme je l'ai dit, le domaine de l'uranium est un domaine, un marché relativement petit, 59 000 tonnes de vente d'uranium par an dans le monde entier. Deuxièmement, dans le cadre du suivi des travailleurs, bien évidemment, il y a un suivi extrêmement strict, je pense que vous le savez, qui est fait pour vérifier la non-exposition, ou l'exposition extrêmement limitée de ces travailleurs à l'uranium et aux impacts qu'ils pourraient avoir sur le plan radiologique. Cette conférence de presse a aussi permis de mesurer l'envergure des attentes pour le Niger et Areva à travers l'exploitation de l'uranium nigérien. En Égypte, le commandant de la police anti-émeute a été limogé alors que la tension est vive à Port Saïd et que les policiers refusent d'assurer la sécurité. Dans le même temps, le procès des auteurs de violences lors d'un match de football se poursuit. Après la condamnation à mort de 21 personnes, 39 autres accusés attendent d'être fixés sur leur sort. Au Venezuela, le président Hugo Chavez a été embaumé comme
Le fut Lénine dans l'ex-URSS. Sa dépouille sera exposée. Les funérailles ont lieu ce vendredi en présence de plusieurs dirigeants latino-américains, mais aussi de certains de ses alliés les plus controversés ont effectué le déplacement à Caracas. Protocole oblige, le prince héritier d'Espagne a répondu présent. Il sera pourtant le seul dignitaire occidental aux funérailles d'Hugo Chavez. L'Europe et les États-Unis n'ont dépêché que des délégations de second rang. Un choix diplomatique, d'autant plus que les alliés sulfureux du commandante, eux, sont bien là. À l'instar du président iranien Mahmoud Ahmadinejad ou de son homologue cubain Raúl Castro. À leur côté, c'est toute l'Amérique latine qui est venue faire ses adieux aux dirigeants défunts. Il y a les alliés de toujours, comme le Bolivien Evo Morales, les dirigeants de droite, comme le Colombien Juan Manuel Santos, et les amis, la Brésilienne Dilma Rousseff et son prédécesseur Lula, venus lui rendre un dernier hommage. À l'extérieur de l'Académie militaire de Caracas, derrière le cordon de sécurité, une foule compacte vêtue de rouge, la couleur d'Hugo Chavez. 3 jours après sa mort, les Vénézuéliens pleurent toujours leurs dirigeants disparus, avec une ferveur quasi mystique. Aujourd'hui, Chavez entre dans le livre d'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, Chavez se retrouve dans des millions de gens, car Bolivar se réveille tous les 1000 ans. Et c'est alors que le peuple s'éveille. Et Chavez, c'était l'incarnation de Bolivar. L'incarnation de Bolivar. Et tous veulent le voir de leurs propres yeux. Alors la file d'attente s'étire sur plusieurs kilomètres. 2 millions de personnes se sont déjà inclinées devant la dépouille qui sera exposée au public pendant encore 7 jours avant de recevoir un traitement spécial. Tout comme Ho Chi Minh, Lénine ou Mao Tse-tung, le corps de notre commandant en chef sera embaumé et sera placé dans un cercueil de verre au musée de la Révolution. Et notre peuple pourra le voir pour toujours. Il sera toujours présent. Une décision prise par le gouvernement vénézuélien pour perpétuer le culte de la personnalité d'Hugo Chavez. Le musicien guinéen Sekouba Bambino Diabaté est à Ouagadougou. Il doit se produire ce soir même à la Maison du Peuple. Un concert Jumbo Africable Télévision initié à l'occasion du 8 mars, Journée des femmes. Avant sa prestation, Sekouba Bambino s'est confié à nos équipes de reportage à Ouagadougou. L'accueil a été super puisque, vous savez, Sekouba, qui parle de Sekouba parle de africain, qui parle de Sekouba parle de burkinabé, puisque vous savez, les burkinabés sont très dynamiques en concert et moi je suis très content d'être là et encore pour fêter avec les femmes burkinabées et les femmes d'Afrique du monde. Sans la femme il n'y a pas de vie, ce que femme veut Dieu veut. Donc pour moi, pour être là cette fois-ci pour la fête des femmes, femmes africaines, femmes du monde, fêter ça à Ouaga, je crois que c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Donc je dirais à toutes les femmes ouagalaises, bobolaises d'être vraiment avec moi puisque c'est une soirée qui va se passer très bien et je vais bien chanter pour les femmes. La femme, bravo la femme burkinabé, la femme, bravo la femme burkinabé, la femme. Bravo la femme africaine. Voilà, j'adore les femmes et venez danser avec moi. À très bientôt. Voilà, il ne me reste plus qu'à souhaiter une très belle fête à toutes les femmes d'Afrique et d'ailleurs passer d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. À demain. L'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.